Hello Booksta. Sans vous mentir, ça doit faire au moins la 3e ou 4e fois que je recommence un début de vidéo parce que je n'ai jamais le temps soit de continuer, soit de monter les vidéos que j'espère pouvoir vous sortir. Mais ce matin, je suis toute seule à l'appart et je me suis dit que mes lectures récentes étaient beaucoup trop réjouissantes pour que je vous laisse sans les découvrir. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai ma petite tasse de café qui m'attend et un setup totalement improvisé. Je teste toujours des nouveaux... Je pense que vous allez jamais me voir dans le même plan. Mais bon, jusqu'ici tout va bien. Déjà je vais vous parler de ma lecture en cours parce que ça a le mérite d'être soulevé. C'est Winter House Hotel qui, je dois dire, pour rentrer dans la période hivernale, est un peu la lecture parfaite. Mais quand je dis parfaite, c'est vraiment parfaite. Là, on pouvait pas faire mieux. On arrive sur les périodes de Noël et tout ça, donc moi je suis totalement hypée. Et en fait, on va suivre une jeune fille qui a perdu ses parents très jeune et qui vit chez son oncle et sa tante qui sont pas hyper sympas. Si ça vous rappelle un scénario en particulier, on s'est posé la question aussi, mais franchement c'est très similaire à Harry Potter sur le début. Et en fait, d'un coup, c'est son oncle et sa tante décident pour les vacances d'hiver, donc de Noël, d'aller eux se la couler douce à Venise, je crois, quelque chose comme ça. Et elle va être envoyée à Winter House Hotel, où elle doit bien l'avouer, elle a pas trop envie d'aller. Et en arrivant là-bas, elle va être hyper bien accueillie, tout le monde va être très gentil, ça va être un endroit merveilleux, elle va très vite s'acclimater, mais aussi découvrir que Winter House Hotel semble cacher plein de secrets et de mystères, et c'est ça que j'adore. Il y a une ambiance cozy mystery. On est vraiment dans ces décors que j'adore. J'avais adoré le Château des Brumes de Christine Gier pour ça, parce qu'il y avait vraiment cette ambiance château, manoir, j'imagine très bien les couloirs bordés de velours avec des tableaux, grande bibliothèque, enfin voilà, c'est La Belle et la Bête, vous voyez. Sauf que même si La Belle et la Bête est absolument pas un de mes Disney préférés, en termes d'esthétique, c'est le genre d'esthétique que j'adore. Du coup là, vraiment, ça me passionne, je trouve ça génial. J'ai bientôt terminé, comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé la moitié. Et en fait, cette lecture était pour patienter avant le tome 2 de La Faucheuse, parce que du coup j'ai terminé ce tome 1. Si vous me suivez sur Instagram, ce qui est fortement probable puisque la plupart des gens ici viennent d'Instagram, vous avez vu que j'avais adoré le tome 1 de La Faucheuse. En fait, j'avais gagné ce tome lors d'un concours issu d'un challenge organisé sur le compte de Red Books, et c'était très sympa. Je me souviens même plus du principe du challenge, je me souviens qu'on avait fait des lectures en équipe, et j'avais reçu une cargaison de livres parce que j'avais gagné. J'étais là genre waouh, merci, c'est trop gentil. Et La Faucheuse faisait partie de ces titres. Et depuis, je n'avais pas lu, j'avais franchement quasiment rien lu de cette cargaison de livres parce que j'ai eu une grosse panne de lecture de lecture roman suite à mon embauche au Renard Doré. Et d'un coup, j'ai eu envie de relire du young adulte, et c'est La Faucheuse qui est sortie. C'était une tellement bonne idée, je suis tellement contente, ça m'a tellement remis dans les romans, parce que là en ce moment j'avais vraiment du mal, j'avais enchaîné sur des lectures plutôt adultes, et j'avais du mal, et je me suis dit on va essayer un jeunesse ou young adulte, et ça va peut-être repartir, et c'était la super bonne décision. Pour vous faire l'affront d'un résumé, même si cette saga est très connue, on suit, on est d'abord dans un monde où les humains ont vaincu la mort. Tout le monde est immortel, c'est-à-dire que tout le monde peut mourir et être ressuscité. En fait, c'est la règle. Si tu meurs, si t'arrive quelque chose, que tu tombes d'une falaise ou quoi que ce soit, on récupère ton corps, on le réanime. Et pour continuer à faire régner l'ordre des choses, en revanche,
les faucheuses sont une communauté qui glane, donc qui tue des gens pour éviter le surpeuplement, et puis voilà, pour respecter l'ordre naturel. Et elles le font selon des règles bien précises, avec un commandement bien précis, enfin c'est très intéressant. Et en fait on va suivre une faucheuse qui décide de prendre en apprentissage, pas un, mais 2 apprentis en fait, une fille et un garçon. Et c'est autour de ça que tout va tourner. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous pose beaucoup de questions sur la vie, sur la valeur de la vie. Il y a aussi un élément dans ce bouquin qui s'appelle le Thunderhead, qui est le cloud en fait, qui a fini par diriger le monde, mais pas dans le sens comme un esprit malin qui dirigerait le monde d'une façon très méchante, mais plutôt un esprit que les humains ont laissé, enfin c'est une intelligence artificielle que les humains ont laissé au pouvoir, pensant qu'elle était juste, et pour l'instant ça s'est vérifié. C'est hyper intéressant. Il se passe beaucoup de choses dans ce premier tome. Moi j'avais l'impression qu'on allait surtout que ça allait être un peu comme tous les premiers tomes de Young Adult où ça introduit un concept et que ça allait être les épreuves en premier et puis ensuite on allait avoir les penchants politiques ensuite, et le côté politique se dessine dès le premier tome, du coup c'était vraiment hyper intéressant. Aussi aspect très chouette, le tome 1 scénaristiquement se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il manque des réponses sur l'ensemble de l'univers, mais par contre il y a un scénario bouclé à la fin de ce tome 1 et c'est ça que j'adore. Du coup j'ai très hâte de lire le tome 2 que j'ai déjà en ma possession mais que j'ai pas pris là parce que j'avais un peu la flemme, et qui est énorme aussi. Il a une couverture super belle, bleu vert, trop chouette. J'ai très hâte, et je pense que du coup cet hiver vont me suivre ces 2 sagas. Du coup j'ai lu 2 tomes 1 et je me dis qu'il faut que j'arrête d'enchaîner des tomes 1 et ne jamais lire les suites. Du coup là, comme je suis bien partie pour lire le tome 2 de La Faucheuse, et je pense qu'après je lirai le tome 2 de Winter House Hotel, mais par contre j'achèterai le grand format. Je suis vraiment trop lente quand je lis des poches comme ça avec type papier cigarette, ça me saoule, alors que celui-là je l'ai mangé en 1 semaine en tout et pour tout quand j'avais le temps de lire, donc ça a dû faire un peu plus de temps parce qu'il y a des jours où j'avais pas le temps, mais si j'ai le temps de lire tous les jours, je l'ai bouffé en 5 jours quoi, alors qu'il est énorme. Donc alors que ça, même en lisant tous les jours, je mets 10 jours, je comprends pas. Et parce que c'est des petits formats, les petits formats je les lis beaucoup moins vite, c'est très bizarre. Voilà, et ensuite on va passer sur du graphique. Récemment j'ai été faire mes premiers achats de Noël, et j'en ai profité du coup pour ne pas les emballer et les lire avant. Je ne dis pas pour qui c'est, comme ça si jamais la personne regarde la vidéo elle ne saura pas que c'est pour elle. Du coup j'ai acheté le premier tome de Métaux. J'avoue que c'était un cadeau de Noël qui me faisait plutôt plaisir parce que j'avais très envie de lire cette adaptation. Si vous ne connaissez pas, Métaux est une série en 3 tomes de Yves Grevet, une série jeunesse qui est dystopique et que j'ai découvert, je crois, bien avant toutes les autres dystopies que j'ai pu découvrir. Je sais pas si je l'ai lu avant ou après Hunger Games. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand même très différent de toutes les dystopies young adultes qu'on nous a servi ces dernières années. À part pour le fait que la dystopie décrit toujours le même genre d'univers qui se casse la gueule, mais sinon c'est quand même assez différent. Et c'est une plume française en plus. Yves Grevet, il a fait aussi Nox, et récemment j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait une autre... il avait fait autre chose là, il y a pas longtemps, je sais plus dans la vidéo de qui, peut-être dans la vidéo de Amélie de Poudlard à Anima, qui parlait d'une autre de ses séries. Et du coup dans Métaux, on suit des jeunes garçons qui sont dans une maison où il y a beaucoup de règles à respecter, et où il ne faut pas grandir trop vite parce que lorsqu'on grandit, notre lit se fissure. Ils sont dans des espèces de petits baraques comme ça en bois, et si ton lit se fissure dans la nuit, eh bien on ne te revoit jamais. Et ça interroge beaucoup Métaux, qui est du coup le garçon sur la couverture. Je me souviens que quand j'ai lu le roman à l'époque, j'ai trouvé ça incroyable, et encore aujourd'hui, je l'ai relu il y a pas si longtemps, Métaux, et c'était
c'était fou furieux cette histoire, vraiment, parce que le premier tome te laisse tellement pas présager ce qui va se passer ensuite, c'était incroyable. Et là, du coup, la BD a été adaptée, enfin, la BD a adapté les 3 tomes en 3 tomes. Donc, ça va très vite, beaucoup plus vite que dans le roman, évidemment, enfin, vous vous en doutez, mais c'était pas inappréciable, dans le sens où, là où l'univers se serait trop posé, si on avait suivi totalement le roman et qu'on avait fait, je sais pas, 6 tomes par exemple, 2 tomes par roman, je pense que ça aurait été vraiment trop descriptif, tout ça, alors qu'il y a plein de choses qu'on voit grâce au graphisme qu'il n'y a pas besoin de décrire, du coup. Le seul petit bémol que je donnerais, c'est que c'est très... comment on dit, c'est très récité, enfin il y a peu de... En fait, une BD normalement, c'est pas un roman graphique, du coup, tu as plus de lignes de dialogue, donc t'as plus de bulles de dialogue que de lignes de récit, et là c'était totalement l'inverse, il y avait beaucoup de lignes de récit, comme si tu lisais le roman en fait. Donc je pense que pour les gros amateurs de BD, vous allez peut-être avoir un peu l'impression de lire du roman graphique. Ça m'a pas dérangé outre mesure, parce que j'aimais le livre, donc j'étais contente de le retrouver l'univers, mais ça m'a manqué de dialogue, j'ai trouvé. Après, le premier tome ne se prête pas au dialogue, je le sais. Du coup, je pense que le deuxième tome devra en avoir un petit peu plus. Mais par contre, graphiquement, ils ont adapté l'univers. À part certains faciès de personnages, parce que j'avais pas d'idée vraiment de ce à quoi ça pouvait ressembler. Mais sinon, comment j'imaginais la maison et tout ça, c'est exactement ça. C'est super chouette, j'adore quand ça me fait ça. Parce que des fois c'est pas du tout le cas, et j'adore quand même parce que ça me fait une surprise. Mais là, j'imaginais exactement ça comme ça, l'ambiance est hyper bien respectée. C'est trop chouette. Et vraiment, si vous aimez la dystopie aussi, il faut foncer sur celui-là qui est très original. Vraiment top. Et si vous avez pas envie de lire le roman, bah la BD est dispo. Je vous ferai je pense, si je me procure les 2 autres tomes, je vous ferai un petit retour pour savoir si c'était vraiment, si ça valait le coup. Ensuite, j'ai lu, juste avant Métaux, mais bon, on s'en fout de l'ordre, hein, j'ai lu Snapdragon, et alors là, il va falloir qu'on s'arrête un petit temps pour parler de ça, tant c'était merveilleux. Enfin, pour la petite histoire, Romain des éditions Kinaï est passé à la librairie et pour une dédicace, et il nous a laissé cet exemplaire pour qu'on puisse le lire parce qu'on l'avait loupé à sa sortie. Donc là, en ce moment, je crois qu'il est réimprimé le jour où je vous parle. Il me semble qu'il m'a dit le 15 novembre, donc je pense que c'est ça, et là on est le 15 novembre aujourd'hui. Et en gros, il paraît que dans la ville de Snap, donc Snap qui est la jeune fille qu'on voit là, il paraît que dans sa ville, il y a une sorcière qui mangerait les animaux de compagnie, très bizarre. Et en fait, elle a perdu son chien. Du coup, elle va voir la sorcière parce qu'elle veut récupérer son chien, elle est sûre que c'est elle qui l'a. Et puis, elle va arriver, voir son chien, il lui manque une patte. Du coup, il se dit, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Et elle tombe nez à nez avec la sorcière, et elle lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, machin, vous mangez vraiment les animaux, en fait, alors qu'elle, elle y croyait pas du tout, c'est pour ça qu'elle y a été et qu'elle avait pas peur. Et en fait, la sorcière lui explique, non, ton chien s'est fait renverser au bord de la route et t'es mal en point, je l'ai rafistolé. Donc en fait, elle l'a soigné. Et à partir de là, Snap va garder en tête que cette sorcière n'est effectivement pas tant sorcière, et un événement va avoir lieu à l'école, et suite à une espèce de petite altercation, en fait il y avait le corps d'un animal gisant, et en fait dans le corps de l'animal il y avait des bébés, et du coup elle va l'amener à la sorcière pour parce qu'elle, si elle s'est occupée du chien, c'est forcément s'occuper de bébés animaux, et à partir de là elles vont faire un marché. Elle veut bien aider Snap à s'occuper des bébés, mais en échange, elle doit l'aider dans son travail. Son travail qui est un peu particulier, puisqu'elle est ostéologue. Je n'en dirai pas plus. C'était hyper chouette, parce que on a un contexte inclusif incroyable. C'est là que je me rends compte à quel point j'aime quand c'est bien fait. Il y a des BD, j'en parle régulièrement, et peut-être que certains seront d'accord avec moi, des BD, des univers, où j'ai l'impression que, sous prétexte qu'il y a des débats
qu'on prône l'inclusivité dans les œuvres, certains auteurs se forcent, mais pas se forcent dans le sens ils devraient pas le faire, non, c'est juste que c'est comme si j'ai mis le quota personnage noir, j'ai mis le quota personnage lesbien, j'ai mis le quota enfin vous avez compris, et c'est juste pour dire regardez, je suis super bien, je suis super inclusif, j'ai mis un personnage noir et j'ai mis un personnage gay, et c'est tellement évident, c'est tellement pas cool, plein de clichés, enfin j'aime pas en fait quand c'est fait comme ça, parce que alors c'est bien dans un sens, parce que je pense que des plus jeunes lecteurs qui ont besoin de représentation, même si c'est mal fait, c'est cool que ça soit là. Par contre, quand c'est bourré de clichés et que c'est vraiment pour représenter ça d'une façon qui est pas du tout juste et pas du tout nuancée, parce que enfin tous les personnages gays, tous les personnages noirs et tous les personnages avec un handicap ne sont pas pareils, donc si c'est pour toujours les représenter de la même façon, autant pas les représenter, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et là, c'était trop cool parce que on est alors franchement, moi j'ai eu l'impression d'être en termes d'ambiance, ça me faisait penser aux Antilles, parce qu'il y a beaucoup les animaux qu'on croise et le côté, ça faisait très petite île, petit village où tout le monde se connaît. Après, je pense que c'est un coin d'Amérique que je connais pas du tout, et ça faisait très cette ambiance-là. Et du coup, la maman de Snap est une femme noire. Toute sa famille est issue sont des femmes et des hommes noirs. Elle va avoir une amie qui se pose des questions sur son identité. Il va y avoir des personnages lesbiens. Enfin, c'est trop cool parce que c'est tellement bien mis dans l'histoire, parce que la base même de l'histoire est très spirituelle. On parle de plein de choses très sympas, de magie, de sorcellerie, mais on ne force pas les représentations. Les personnages sont là et c'est comme ça. Et c'est trop chouette, vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que des fois je suis un petit peu maladroite quand je parle de tout ça, mais dans la même veine, c'est marrant parce que derrière je vois qu'il y a marqué que Molly Knox Ostertag, qui a fait Le Garçon Sorcière, aime bien cette histoire. Je comprends tout à fait pourquoi. On est dans cette veine de comics américain indépendant, qui veut voir plus de représentation, qui veut parler de plein de choses différentes sans être obligé de se mettre une étiquette regardez, je milite pour ça. En fait, on n'a pas besoin de militer pour parler de ce genre pour représenter des personnages, en fait, qui existent dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, tous les personnages ne sont pas des étendards militants, et pour autant, ils sont militants foncièrement. C'est très... Bref, je m'égare, mais c'était super chouette. Je vous le conseille vraiment si vous avez envie de lire des histoires qui changent. Je trouve qu'on l'a pas du tout vu passer, contrairement à d'autres parutions de chez Kinaï, donc Le Garçon Sorcière ou Séance Tea Party, des choses comme ça. Mais celui-ci, vraiment, il est à lire, hein, absolument. C'est vraiment un super bel équilibre entre plein de choses. Si vous aimez la magie, si vous aimez les histoires de famille, les sentiments, l'amitié, tout ça, vous allez aimer, franchement. J'ai été hyper surprise, je pensais vraiment pas que j'allais autant aimer. Pour être sincère, je pensais vraiment pas, et pépite. Donc voilà. Et pour terminer, parce que ça va faire 20 minutes que je parle et il serait peut-être temps de couper là. De toute façon, je sais que ceux qui regarderont la vidéo la regarderont jusqu'au bout et aimeront sûrement regarder 1 heure de vidéo, même si je tourne, parce que je vous reprendrai pour faire d'autres plans dans la semaine, j'espère. Et du coup, vous avez vu, j'ai sorti de ma palle le tome 1 de Gokinjo, Une vie de quartier, qui m'a été gentiment prêté par Christelle @nohirutaku sur Instagram. J'ai eu l'occasion l'année dernière de me faire l'intégrale de Je ne suis pas un ange de Ayazawa. J'ai dans ma pile à lire chez ma mère Last Quarter de Ayazawa, et j'avais très envie de lire Gokinjo parce que c'est sûrement la première série qui me vient à l'esprit quand je pense à Ayazawa, même avant Nana, pour vous dire, parce que j'oublie toujours que Nana c'est fait par Ayazawa. C'est celle qui me fait le moins envie, en fait, Nana. Et
C'est du Ayazawa tout craché. On suit deux amis d'enfance qui vivent littéralement l'un en face de l'autre en termes de paliers. Enfin, ils sont toujours fourrés chez l'un, chez l'autre. Et on est aux affres de l'adolescence où on commence à penser petite copine, amour, qu'est-ce que ça signifie. Et en fait, ils sont dans la réalisation de leurs sentiments réciproques l'un pour l'autre, et en même temps de se dire mais non, on se connaît depuis trop longtemps, on va gâcher notre amitié, enfin tout ça. Mais c'est des dialogues intérieurs des personnages, et c'est ça que j'adore. Elle a un don pour décrire ça de façon tellement juste, pas quiche, et en même temps il y a des côtés hyper tarte sur certains moments, mais c'est trop bien fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a un côté toujours mélancolique dans les textes de Ayazawa. Et puis je pense que c'est la façon dont elle dessine les personnages. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de description possible pour faire comprendre pourquoi on aime Ayazawa. C'est comme ça, en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment juste comme ça. C'est une narration qui est type vieux shoujo. Ces vieux shoujo qui décrivaient plus qu'une simple romance, qui décrivaient aussi des histoires de famille, des particularités de leur époque, des réalités sociales. Pour moi, c'est dans la même veine que Le Sablier, c'est dans la même veine que C'était nous. Et c'est la continuité directe de Je ne suis pas un ange, parce que en gros on est après l'histoire de Je ne suis pas un ange, et il y a un personnage au tout début de l'histoire qui appartient à... Enfin, il fait pas... On en fait mention, même s'il n'est pas utilisé vraiment en tant que personnage, au début de l'histoire, qui appartient du coup à Je ne suis pas un ange. Et j'adore les graphismes, l'ambiance, tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est horrible. Je vous en dirai plus quand j'en aurai plus lu, parce que c'est pas une introduction, sachant que déjà, là c'est des gros volumes qui ne sont plus édités. J'espère que Soleil fera la même chose que Je ne suis pas un ange et les rééditera, mais à la base c'était sorti en petits volumes, donc j'ai pas senti le côté trop introductif. D'ailleurs j'avais commencé par lire un chapitre, puis finalement j'ai pas pu m'arrêter. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de personnages différents, et ça montre vraiment une réalité des personnages des années 70-80 au Japon, je trouve, avec des femmes assez émancipées, mais qui ont des préoccupations qui aujourd'hui nous paraissent un peu datées, les régimes, tout ça par exemple. Mais on est surtout là pour parler d'amour, pour parler de sentiments, et j'aime bien les choses qui parlent vraiment de sentiments avant de mettre en action les sentiments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plutôt que de me montrer des personnages qui vont commencer à sortir ensemble, se tenir la main, s'embrasser, le premier bisou, toutes ces préoccupations-là qu'on se pose évidemment, mais qui moi ne m'intéressent plus. Là, on parle réellement d'amour. C'est quoi aimer? Comment est-ce que je comprends que j'aime quelqu'un? Et ça, pour moi, c'est des préoccupations qui continuent de m'habiter depuis toujours, et auquel je repense régulièrement, et ça a plus de sens, c'est plus palpable pour moi que justement les actes en eux-mêmes. C'est génial, je trouve ça génial. Il y a plein de personnages féminins intéressants, autant que des personnages masculins assez complexes. C'est trop chouette, ça casse le quatrième mur, c'est... Voilà. Trop bien, je vous conseille cette série si vous la trouvez, j'espère de tout cœur qu'ils vont la... Franchement, on réédite des Clamp, on réédite Je ne suis pas un ange, on va bien rééditer Gokingjo quand même, enfin, faites-le s'il vous plaît, j'aimerais l'acheter, parce que du coup c'est pas à moi, et je pense que je vais m'acheter Je ne suis pas un ange aussi, donc voilà. Lisez ça. Et du coup c'est terminé pour ce petit morceau de vlog. J'espère que certaines lectures vous auront donné envie. J'ai pas mal de BD encore dans ma palle, et voilà, je vais tenir avec les romans que j'ai là, donc je vous en reparlerai petit à petit. Mais franchement j'ai fait des super découvertes là dernièrement, j'ai fait bien descendre ma palle. Voilà, je vous laisse et je vous dis à un prochain plan surtout, et bisous. Au Rebooktube, je vous reprends beaucoup plus tard, je pense. Enfin, dans la semaine. Je crois que je vais filmer lundi et puis vendredi. Bon, bref, tout va bien. Parce que j'ai fait des petites lectures pour le boulot et que je me disais que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir ce que j'avais lu et ce que j'en avais pensé. Alors, j'ai d'abord lu Flower for Vincent, une parution de chez H2T que j'ai trouvé
n'importe quoi, que je trouve graphiquement hyper agréable. C'était vraiment des super jolis personnages, il y avait des entrechapitres qui étaient vraiment très très jolis. Je regrette un poil le manque de décor parfois, il y avait vraiment trop de trames par rapport au super beau décor qu'on voit sur la couverture, je trouve ça un petit peu dommage. Mais à côté de ça, on est sur concrètement une histoire plutôt fantastique, on pourrait s'attendre à de la romance, et même si je pense que le but en soi est d'en créer une, c'est pas du tout ce qui est mis au premier plan dans cette histoire-là. En fait, on va suivre Iris, qui est une jeune collégienne ou lycéenne, je sais plus, lycéenne. Elle est en terminale et en fait elle loupe très souvent les cours pour pouvoir aider pour pouvoir aller travailler, parce que sa grand-mère, qui est comme sa mère, a été hospitalisée, et du coup pour payer les frais d'hospitalisation elle préfère aller travailler, et sauf que ça déplaît assez à sa grand-mère ce truc là, et en fait un jour elle va tomber sur une boutique de fleurs où travaille du coup Vincent, et elle est assez attirée par la boutique naturellement, on va dire, donc ce qui est assez étrange. Et puis ensuite, sa grand-mère lui raconte une histoire assez étrange sur l'histoire de cette boutique. Ça fait beaucoup de fois le mot histoire dans la même phrase, j'en suis consciente. Et au fur et à mesure du récit, on apprend petit à petit à savoir qui est Vincent et ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était assez surprenant. Moi je m'attendais à quelque chose de très terre à terre, et finalement il y a une touche de fantastique, donc j'ai trouvé ça très sympa. Je me suis vraiment surprise à apprécier plus que je ne l'aurais cru, parce que je pensais vraiment tomber sur un shoujo un petit peu plus mièvre, et finalement c'était assez agréable, donc il faut pas hésiter à vous pencher dessus, surtout que vraiment les personnages sont assez beaux. Il y a un côté vachement vintage, et à la fois ouais c'est assez vintage en fait comme trait quand même. Ça me fait penser aussi au trait de quand j'ai feuilleté Anna l'inaccessible chez Meian. Là, il y a des planches comme ça, voilà, c'est très joli. Et elle a fait des petits chibis derrière. Ce sera en 2 tomes, donc voilà, il y aura un petit moment à attendre je pense, parce que c'est de la création originale, mais une fois que ce sera sorti. Ensuite, j'ai lu les histoires courtes de l'auteur de Demon Slayer, du coup, Kiyoharu Gotoge, oh purée c'est dur à dire, et dont la première histoire a inspiré Demon Slayer. C'est marrant parce que du coup l'auteur s'excuse au début dans le petit encart là, que c'est un peu brouillon, et effectivement j'ai lu l'encart après avoir lu le recueil, et j'étais là genre il y a des trucs que j'ai dû relire plusieurs fois parce que j'ai pas compris, et il dit que c'est possible qu'on ait à relire plusieurs fois parce que justement c'était des choses qui avaient pas été relues à l'époque et tout ça, et bon c'est très intéressant. Graphiquement on retrouve hyper bien la patte qu'on retrouve dans Demon Slayer, donc ça c'était vraiment le petit plus, et du coup à la fin il y a aussi des travails, des artworks qu'on peut retrouver des fois dans certains mangas sur la création des personnages, voilà. J'ai particulièrement aimé la 3e histoire, qui nous interroge vachement sur la notion qu'on a des émotions et des sentiments qu'on a les uns envers les autres, et de la pas de la pureté, mais de l'humilité, on va dire, qu'il peut y avoir chez certains êtres humains à aider les autres, et ça j'ai trouvé ça très très chouette. C'est hyper intéressant si vous aimez Demon Slayer ou pas d'ailleurs, parce que je trouve que ça peut être aussi une bonne introduction à son genre à lui, à son genre à elle d'ailleurs. Pourquoi je la mets genre à mort? C'est une femme qui a écrit Demon Slayer. Mais bien sûr c'est une femme qui a écrit Demon Slayer en plus, c'est ça qui est... à chaque fois je me dis que c'est hyper intéressant que ce soit le cas. Donc du coup si vous voulez avoir une idée du travail de cette mangaka, c'est une bonne introduction. Voilà. Et ensuite j'ai eu, je pense, la partie la plus drôle de ces lectures. J'ai lu, comment ça s'appelle, Miss Fantasme. Bon, rien que le nom laisse paraître beaucoup de choses. J'ai trouvé ça étonnamment hyper divertissant. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, quand vous avez une énorme pile comme ça de trucs à lire, et qu'il y a plein de choses, et qu'au milieu, vous avez ça, c'est à la fois énervant et à la fois hilarant. Je sais pas comment expliquer, parce que
en gros, on va suivre June qui est une fantasmeuse invétérée. En gros, elle arrive pas à s'empêcher de fantasmer sur les mecs qu'elle trouve beaux. Et du coup, dans le supermarché où elle travaille, elle croise régulièrement des clients et des fois au moment de rendre la monnaie, elle s'arrête pendant 5 minutes parce qu'elle est en train de se taper un gros fantasme, du coup c'est assez drôle. Et sa sœur, ça l'énerve au plus haut point, elle dit mais au lieu de fantasmer, passe à l'acte, enfin je veux dire parle au moins avec les personnes concernées, parce que là, en fait elle fait rien et elle est toujours... euh, elle est toujours vierge et elle est jamais sortie avec un garçon. Enfin voilà, on est sur un discours pas hyper moderne, hein, je vous avoue, de la femme au Japon, mais et de la femme tout court d'ailleurs. Mais voilà, c'était pas le propos de toute façon, c'était pas foncièrement pour être comment dire avant-gardiste, c'est même pas avant-gardiste, je suis en pyjama, je viens de me réveiller, je suis avec mon café, je perds mes mots, ok, mais non, c'est pas foncièrement avancé quoi en termes de réflexion sur la femme, mais je crois pas que ce soit le but. Et en fait, un jour il y a un de ses collègues, non pas du tout, mais vous voyez, j'ai un problème. Il y a un mec qui vient pour régler une facture au supermarché et là genre gros coup de foudre, elle débarque chez elle, après elle dit à sa sœur c'est bon, j'ai trouvé le mec avec qui je veux parler et tout, mais en fait elle fait que fantasmer sur lui, elle essaye même pas de lui parler, et en fait ils se rendent compte qu'ils sont voisins, et là c'est là que tout va se déclencher. Bon, ce qui pourrait être assez heurtant et énervant, je vous avoue franchement, si vous voulez lire ça pour de l'érotisme, enfin c'est pas féministe du tout, il y a plein de choses très très compliquées dans ce truc là, notamment le fait que tous ces fantasmes s'apparentent plus ou moins à des forçages, donc à des viols, tout ça, enfin elle-même fantasme de dire non arrête laisse-moi, et en fait si, tu vois. C'est un peu compliqué dans l'imaginaire, mais je pense que ce genre de livre, c'est classé dans le bon truc, c'est un truc érotique, c'est dit dedans, et pour moi tout ce qui... du moment que c'est classé dans une catégorie où on dit ça relève des fantasmes, et je pense que dans les fantasmes, il y a plein de gens qui font des fantasmes de plein de choses différentes, très 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 bizarres, et que du coup ça ne peut pas tomber entre toutes les mains, parce qu'il y a que les gens concernés qui auront envie de lire ça. Ça me dérange moins que quand c'est dans un shoujo complètement banalisé et que tout le monde peut tomber dessus, dans des jeunes filles, voilà. Bon après ce qui est con c'est que ça c'est quand même classé en shoujo addict, donc... Après voilà, ça parle de ce que ça parle. Bref, revenons-en à nos moutons. Et en fait après ça part littéralement en scénario de film coquin, n'est-ce pas? Et en fait moi ça m'a fait mourir de rire. En fait je crois que il y avait des choses qui étaient tellement pas crédibles que c'était hilarant, donc ça m'a détendu bizarrement, mais c'est pas le genre de truc où je me disais bon faut absolument que j'ai la suite, j'ai trop envie de savoir si ils finissent ensemble, ce qu'ils font, machin et tout. C'était pas ça du tout, c'était juste que foutu au milieu de ma pile comme ça, j'étais là genre c'est drôle, enfin vraiment c'est juste drôle. Et en soi la relation est pas malsaine, donc il y a pas une once de malaisance ou de choses comme ça, c'est juste que vraiment ça manque foncièrement de crédibilité. Vous voyez ce truc un peu, si vous avez, enfin pour ceux qui auraient déjà vu un film de cul, bah c'est un peu ce truc qu'on va retrouver dans les scénarios de films de cul, que ce soit à l'ancienne ou nouveau, avec à un moment il y a une scène, désolé je spoil mais c'est hilarant, il y a une scène, la meuf trébuche et elle lui tombe dessus et ils s'embrassent et lui il lui met une main au cul. J'étais là genre mais c'est crédibilité sur 20 quoi. Bref, c'était hilarant, vraiment, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. N'hésitez pas, si vous lisez ce genre de titre, à me dire en commentaire si vous aussi ça vous arrive de tomber sur ce genre de truc et rigoler. Moi franchement j'ai trouvé ça hilarant. Après je sais pas foncièrement si je l'aurais acheté, mais j'ai trouvé ça hilarant. Voilà. Du coup, 3 lectures très éclectiques pour cette fin de semaine, mais c'était très sympa. Je suis toujours dans ma lecture de Winter House Hotel, et je lis également Gokinjo sur lequel vous êtes posé, du coup je ne vais absolument pas vous montrer. Mais je lis du coup Gokinjo de Ayazawa, que je vais continuer ce week-end je pense, parce que vraiment Ayazawa, une queen, je l'adore. Je pense qu'après je vais lire Paradise Kiss parce que vraiment je kiffe trop ce qu'elle fait. Et puis du coup ce sera tout pour ce bout de vlog, tranche de vie. Je pense que je vais monter tout ça ce week-end et vous poster ça dimanche. On croise les doigts pour que j'ai le courage de le faire.
Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense. Ciao ciao.